Bienvenue dans Maison Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. En mars 2018, sur une plage, un couple d'Australiens trouve un message dans une bouteille de gin. Après plusieurs mois d'enquête, il s'avère que l'objet a plus d'1 siècle. Il fait partie des milliers de bouteilles lancées en 1886 par un navire allemand. Cette expérience scientifique visait à mieux comprendre les courants marins. Il aura fallu 132 ans à cette bouteille pour trouver un destinataire. À qui parle-t-on, si ce n'est au hasard, lorsqu'on jette une bouteille à la mer ? Enfant, Amandine Orban de Xivry a passé beaucoup de temps sur les plages de Belgique, à manger des gaufres et à conduire des petites voitures, des cuistax, comme on dit là-bas. Le temps a passé. Elle vit maintenant quelque part à la campagne, en Belgique, et elle est conteuse. Pendant une période de sa vie, Amandine a jeté des bouteilles à la mer. Elle ne sait pas où elles sont aujourd'hui et si un jour quelqu'un les trouvera. Mais elle a tiré de cette expérience un spectacle et la certitude que la mer console. Au départ, c'est l'homme que j'aimais, avec qui c'était un peu compliqué, part en mer sur un bateau et je sais que je peux plus le joindre, c'est-à-dire qu'il a pas de réseau, je peux pas lui envoyer de lettres, puis il a pas de wifi, tout ça. Et donc, dans un premier temps, je me suis sentie vraiment démunie de me dire, en fait, je sais pas combien de temps il part et puis je sais pas comment le joindre. Et en fait, à un moment donné, assez vite, je me suis dit, je peux pas le joindre, mais rien ne m'empêche de dire ce que j'ai envie de dire, et puis de le jeter à la mer. Et j'aimais bien quelque part, c'était une idée ou une image qui me réconfortait, de me dire que il y avait cette mer-là énorme, et puis je m'en remettais à elle, et moi je disais ce que j'avais envie de dire, et puis la mer, elle l'emportait, et après le reste, ça m'appartenait pas. Et du coup, j'ai en fait la première bouteille que j'ai jetée lui était adressée, mais dedans j'avais mis une lettre et puis une histoire. Et en fait, dès le moment où je l'ai fait, ça m'a vraiment plu de le faire. Et du coup, et puis ça m'a guéri aussi. Donc directement, le fait d'avoir envoyé cette bouteille, j'avais fait ce que j'avais à faire. Tu y avais écrit une histoire dans cette toute première bouteille ? Oui, c'est une histoire qui n'est pas dans le spectacle, mais qui est l'histoire d'une femme qui est mariée avec un vieil étang et qui donc nage tous les jours dans son étang de mari. Puis lui, il l'enveloppe et tout ça. Puis un jour, à cet endroit-là, il n'y a plus de pluie. Et le soleil, il cogne tellement fort que l'eau s'évapore petit à petit et qu'elle voit son étang de mari qui rétrécit puis qui finit par n'être plus qu'une petite flaque. Et elle touche encore, du bout des pieds, son étang de mari, mais c'est plus pareil qu'avant, quoi. Et puis le soleil, il finit par l'emporter tout entier. La femme, elle attend. Elle attend. Puis à un moment donné, enfin, elle voit le ciel qui se charge de nuages. Et la pluie qui commence à tomber, et donc elle est pleine d'espoir. Puis le vent souffle, il emporte les nuages, et il y a juste une petite flaque. Et elle dit non, mais ça c'est pas possible, quoi, pas 2 fois. Donc là, elle se met à marcher, et elle va enfiler les flaques comme ça jusqu'à ce qu'elle retrouve son étang de mari qui est dans un autre endroit. Et puis elle va le ramener comme ça, poignée après poignée, puis elle va finir par replonger dans son étang de mari. Et j'avais choisi cette première histoire-là parce qu'il y a la question de l'attente, où on maîtrise pas, en fait, parce que les autres ne nous appartiennent pas, puis ouais, voilà. Ça m'a fait expérimenter ce que c'était l'attente, sans aucune certitude de jusque quand tu attends. Et puis j'avais entendu toutes ces femmes de marins aussi qui restaient avec toujours cette incertitude de est-ce que le mari va rentrer de la mer, et puis donc quelque part
c'est un imaginaire sur lequel je me suis projetée à ce moment-là, de me dire, en fait, je sais pas, là il est parti, puis je sais pas s'il revient, quand il revient, si on se retrouve ou pas. Et donc, par rapport à cette attente-là, disons que le fait de jeter une bouteille à la mer, c'est l'action que j'ai trouvée pour pouvoir me réapproprier mon histoire ou ma possibilité d'agir, on va dire. Mais donc la première bouteille, je pense que c'était un peu sommaire. J'avais essayé de colmater ça avec de la cire, de bougie ou un truc comme ça. Et je l'avais adressée donc à celui qui était en mer et puis à celui ou à celle qui trouverait cette bouteille en disant si vous trouvez cette bouteille, vous pouvez toujours l'acheminer jusqu'à son adresse officielle. En fait, je me rappelle moins de la toute première bouteille que j'ai jetée que de celle dont je parle dans le spectacle, qui était en pleine nuit. J'avais vraiment envie d'aller jeter une bouteille. J'avais pas de temps devant moi. Puis j'ai regardé quand la marée était descendante. Et c'était vers 4 heures du matin. On était en plein mois de novembre. Il faisait caillant. Et j'avais une voiture apprêtée d'une copine, parce qu'il y a pas de train à cette heure-là. Et donc je suis partie à Bruxelles avec cette toute petite voiture, avec ses phares qui tenaient pas très bien la route. Je suis arrivée et c'était vraiment super calme comme ça. J'avais aussi apprêté un micro et un casque. Comme il faisait tout noir, je pouvais pas me raccrocher à grand chose au niveau visuel. Mais j'avais ce casque sur les oreilles et du coup je me suis baladée dans toute cette zone un peu industrielle et un peu port de pêche, mais avec une flotte en décrépitude, en fait. Je m'en suis rendu compte après. Et je me laissais juste guider par les sons. Puis c'est la nuit, donc on est déjà dans un état d'esprit un peu particulier, avec juste lumière blafarde d'un réverbère et puis ces odeurs de porc, quoi. Et oui, juste des pas que j'entendais au loin. Enfin, et ça a mis vraiment tout un temps énorme, qui m'a paru infini avant que le soleil ne se lève. Mais du coup, quand le soleil se lève là-dessus et qu'on a passé des heures dehors, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Et puis finalement, j'ai atterri dans ce café dont je parle, chez Niki et Shaki, donc un café un peu d'habitués comme ça, où je suis rentrée pour me réchauffer en fait au départ. Et c'était cette impression quand on rentre dans un endroit qui n'est pas où on sent bien qu'on n'est pas chez soi. C'est-à-dire que je rentre là, puis il y a tous les gars qui bossent la nuit, qui sont encore en combinaison là, un peu, et puis en bottes. Ils sont au bar et ils se causent tous en flamand, mais moi je parle un peu flamand, mais là c'est vraiment le patois ostendais, c'est incompréhensible même pour les flamands. Donc c'était certain, s'ils m'adressaient la parole, je pouvais pas tenir une très longue conversation. Et puis surtout ils étaient 15 au bar, donc voilà. Et je me suis planquée un peu là dans un coin, je suis restée un peu à écrire, et j'ai eu un peu des échanges et voilà, et puis jusqu'à ce que le soleil se lève et que tout d'un coup, on sent qu'alors la ville, elle est reprise par les gens qui bossent, par les vélos, par les gens qui marchent, les gens qui débarquent du train. Et là, du coup, le monde, il appartient à nouveau à tout le monde, pas seulement aux gens de la nuit, quoi. Quand je prenais le train, j'avais une petite valise avec tout mon kit, quoi. Parce que je préparais pas la bouteille avant de partir. Je prenais mon petit kit de préparation. Et puis souvent, j'allais dans un même bar. C'était un bar où il n'y avait pas de musique. C'est assez rare, en fait, maintenant, les bars où il n'y a pas de musique. Et donc, comme ça, j'étais tranquille pour écrire mon histoire. Puis il fallait que je la roule bien serrée, que je la glisse dans le goulot. Et petit à petit, j'ai fait ça un peu mieux, quoi. J'ai déménagé à Bruxelles et je suis arrivée donc dans une maison. J'étais en colocation et ma colocataire s'appelait Océane parce que son père avait construit des bateaux et il avait voyagé avec elle pendant plusieurs années, avec elle et sa sœur et sa mère.
Et du coup, tout d'un coup, j'étais en contact avec de chez moi, avec le milieu marin. Puis du coup, il m'a passé un bouquin, La longue route de Moitessier. Donc c'était aussi ouvrir un peu les imaginaires là-dessus. Et puis j'ai rencontré un autre homme qui avait chez lui une bouchonneuse qui aidait à colmater davantage les bouteilles. Enfin, bon. Mais c'est juste que quand on a notre centre d'attention ou notre champ d'attention qui se dirige sur une certaine chose, tout d'un coup on a l'impression qu'il y a plein de hasards qui arrivent. Et c'est pas nécessairement les hasards qui arrivent, c'est juste qu'en fait on est disponible et attentif et qu'on a envie de voir peut-être des signes ou des choses qui font écho. Et donc du coup la vie est pleine de synchronicité, quoi. Disons, tant que j'étais pas encore content de l'histoire, je continuais à la travailler et à la jeter à la mer, quoi. Parce que j'aimais bien ça, ce truc. On dit parfois chez les conteurs, ça arrive qu'on dise, en fait, une histoire, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, elle se pose sur ton épaule et puis elle attend que tu la racontes. C'est-à-dire, tu choisis toi, mais il y a aussi le fait que l'histoire, elle te choisit. C'est une élection mutuelle, quoi. Et du coup, j'aimais bien le fait de dire, tiens, en fait, les histoires, elles vont faire leur propre chemin, puis je sais pas où elles vont arriver. Et c'est comme regarder une carte et tu peux projeter 20 000 voyages là-dessus. Tu lis juste les noms des mers et des îles et tu peux tout projeter. Et j'aime bien aussi ce truc, on sait pas quand la bouteille va arriver où. Et peut-être c'est dans 30 ans et peut-être c'est à l'autre bout du monde et peut-être c'est quelqu'un qui va rien comprendre de ce qui est écrit sur la lettre parce qu'il parle absolument pas français. J'aime bien quand les choses, elles nous échappent un peu, quoi. Je trouve qu'on cherche toujours à beaucoup maîtriser les choses et du coup, ça fait du bien de remettre un peu d'incertitude là-dedans. Et puis, j'ai eu une réponse à une bouteille. Parce qu'il se fait que c'est pas complètement fantastique, c'est pas une bouteille qui arrive à l'autre bout du monde. Si c'était le cas, peut-être que celle-là, la réponse, elle m'arrivera dans 10-15 ans, je sais pas. Mais là, c'était une bouteille qui était rentrée à l'intérieur des terres, et donc c'est vraiment à je sais pas, 20-30 kilomètres de là où je l'avais jetée. C'est à partir de cette lettre-là que j'ai décidé de faire de toute cette expérience-là un spectacle. Et ça commence comme ça. Chère madame, c'était le 30 novembre. J'étais sur la plage de Bredene où je laisse courir ma chienne Darine. Là, à l'auteur de la bande naturiste, j'ai découvert une bouteille. Mystérieux, je pensais, et je l'ai mise dans mon sac à dos. De retour à la maison, je l'ai ouverte et j'ai découvert l'histoire que vous avez écrite le 30 novembre et remise à la mer. J'ai hésité pour vous écrire jusqu'aujourd'hui. Je regrette qu'il sera presque impossible de retrouver le banc avec la plaquette Philomène et la gravure Trône de la princesse de l'île de la Manchette, vu la centaine de bancs. Ça, c'était lié à une histoire que j'avais envoyée à la mer, donc. En cas que vous serez encore dans l'environnement d'Ostende ou Bredene, ou si vous voulez me joindre par téléphone ou poste électronique, alors on pourrait causer de ce conte que vous avez composé. Bien à vous, Karel Verdonk. J'avais jeté la bouteille en 30 novembre. Il l'a retrouvée le jour même, donc c'est pour dire, elle n'est pas partie super loin. Et mais il m'a envoyé la lettre quand même 2 mois après, un truc comme ça. Quand est-ce que tu t'arrêtes? C'était quand la dernière bouteille que tu jettes à la mer? À partir du moment où je me dis que je veux en faire un spectacle, alors en réalité là, je reprends toutes les notes et les expériences que j'ai eues.
Mais je suis dans autre chose. Je suis plus... Là, ça n'avait plus de sens pour moi de continuer à jeter des bouteilles, parce qu'alors je l'aurais fait en pensant déjà à mon spectacle. Et donc ça aurait été un peu fake pour moi, un peu construit comme ça. À ce moment-là de ma vie, c'était par rapport à la mer et c'est ça qui faisait sens. Mais sinon, j'aime bien ces moments où t'es soutenu comme par une lame de fond et tu sais pas très bien pourquoi et de commencer à faire des choses dans le quotidien qui te décalent juste un petit peu de toi-même, quoi. Et qui font que t'as accès à des choses ou que tu lèves un peu tes yeux de tes pieds et que tu vois un peu autre chose et que voilà, c'est comme une rencontre en fait. C'est pas pour ça que tu restes toute ta vie avec la même personne, mais la rencontre elle a été là, quoi. Ouais. Au tout début de l'entretien, tu as dit que la mer t'avait guéri. Elle t'a guéri de quoi ? De cette attente dont je ne savais quoi faire. C'est-à-dire que, en fait, la séparation, elle était juste, mais c'est très dur quand quelqu'un part et on a le sentiment qu'on lui a pas dit tout ce qu'on devait dire. Et puis qu'en fait, là, on peut plus rien faire et que c'est plus entre nos mains. D'accepter qu'on ne peut rien faire et que c'est comme ça. Et la mer, elle m'a prise avec elle, quoi, quelque part. Enfin, où je me suis abandonnée à elle et en ce sens-là, elle m'a guérie, ouais. La mer, elle a réouvert l'espace, elle a ramené de la fluidité, de la circulation, de l'immensité, de la puissance. Elle m'a permis de retrouver ma puissance d'agir à moi, de me remettre en contact avec quelque chose qui soit créatif et ludique et du coup joyeux et je dirais que c'est ça, ouais. Alors si nous aussi on veut jeter une bouteille à la mer, comment on s'y prend ? Alors déjà, faut pas prendre des bouteilles en plastique, prendre plutôt des bouteilles en verre. Et il faut voir, parce que je me suis fait avoir quelques fois, c'est-à-dire qu'il faut mesurer la longueur de la lettre avec le goulot de la bouteille. Sinon, on écrit la lettre et puis ça rentre pas dans la bouteille. Et puis, moi, les lettres, je les plastifiais sur les deux côtés, au cas où il y avait des fuites. Et puis, dans la lettre, mettre une adresse de retour. Puis, donc, j'enroulais la lettre, je la glissais dedans. Et puis, le bouchon, donc selon les fois, mais je pense le mieux, c'est quand même la rebouchonner avec des bouchonneuses. Si vous connaissez des gens qui ont une microbrasserie ou quelque chose comme ça, rebouchonner la bouteille avec une bouchonneuse. Et puis, moi, je colmatais avec du silicone qui résiste au sel de mer, aux UV et aux intempéries. Et après, il faut regarder la météo, du coup. Et après, il faut regarder la météo, oui. Mais donc là, moi, j'y connais pas grand-chose. Mais je suis tombée sur ce site qui est donc le site de l'unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord, qui reprend tout un tas d'informations dont la moitié sont totalement incompréhensibles pour moi. Ben, je me suis un peu concentrée quand même. Et après, je retenais principalement les courants, les marées. D'autant que avec les Staccades d'Ostende, donc c'était l'idée d'aller un peu plus loin en mer, un peu plus éloigné de la plage pour que la bouteille ait des chances de partir. Et évidemment, si c'est une marée descendante, alors il y a plus de chances qu'elle s'en aille, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Mère. Le spectacle d'Amandine, Bouteille Onze, continue de tourner en France et en Belgique. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur la page de Maison Mère. Si vous avez été inspiré par l'histoire d'Amandine, n'hésitez pas à la partager. Un podcast de Virginie de Roquigny et Anouk Edmond. Habillage sonore, Martin Delafosse.